micro, Claudine Bertrand, pour les grandes voix francophones, directement du Salon du Livre de Montréal. On est ici pour parler de passion. Passion des mots, passion des livres, passion de l'écriture. Et nous sommes en compagnie d'un être très passionné, Joël Desrosiers. Bonjour, Joël. Bonjour, Claudine Bertrand. Merci de m'accueillir aux Grandes Voix francophones. Voilà. Est-ce qu'un homme passionné, ça vous convient bien? Parce que... Oui, je crois que je suis un homme passion. Je suis de la race des grands amoureux. Je suis de la race des grandes constellations qui m'habitent. Je suis aussi de la race des grands errants. Parce que la poésie m'a mené à une grande connaissance d'autrui et aussi, j'espère, une espèce d'existence, de sens à mon existence. Je vois que vous êtes un homme multiple, polyvalent. Qu'est-ce qui vous définirait mieux comme homme avec plusieurs chapeaux que vous avez? Je suis un homme médecin. Je crois que la médecine, dans le sens général du terme, pas seulement dans le sens médical, c'est-à-dire dans le sens de la guérison d'autrui, la médecine correspond pour moi à une espèce de marche vers le milieu, c'est-à-dire vers l'équilibre des forces. Et j'ai appris très tôt cette idée farouche que l'homme pouvait être guéri par l'homme à l'aide d'une parole. Et c'est ce sentiment-là très tôt qui m'a habité. J'ai écrit mon premier poème à 8 ans. Ouais, c'était une parole plus privée, mais... Oui, c'était une musique. J'ai écrit mon premier poème sur la musique de la pluie sur les toits de tôle. Et, ça fait un beau bruit. Oui, ça fait une symphonie assez curieuse et assez poignante. Ouais. Et dans cette chaleur de fin de journée, ça m'avait ébloui complètement. Et ce sentiment poétique m'est resté. Ça m'est resté comme une espèce d'étoile que je suis. Je suis une espèce de Balthazar qui suit l'étoile absente du langage. Alors je vais vers... Et cet itinéraire constant m'a mené à un envoûtement poétique. Je crois que je suis un homme envoûté. Oui, je pense aussi. Oui. D'ailleurs, dans vos poèmes, dans vos recueils, vous en avez publié de nombreux, dont le dernier s'est mérité un prix, mais je dirais même c'est pour l'ensemble de votre œuvre que vous avez été couronné. Mais on peut nommer un des titres que l'on a ici sous les yeux, Gaillac. Oui. On va en parler tout bientôt parce qu'il est question d'une parole qui guérit peut-être à cause de... Vous avez un instrument, un bois très mystérieux et envoûtant peut-être. Oui, tout à fait. Le gaillac est un bois, un arbre qui est l'arbre le plus dur de l'espèce végétale. Alors, il se trouve que le gaillac est l'objet d'une très belle légende. Un jour, j'ai entendu cette légende qui m'a été racontée en Amérique du Sud. Au début de l'humanité, le globe terrestre était posé sur 4 gaillacs. C'est la première architecture mythologique. Et alors, un dieu, infidèle en amour, a été condamné à porter la terre sur ses épaules. Et depuis, la terre, quelquefois, se met à trembler. Tout à fait. Et j'ai pensé prolonger le mythe à ma manière, en disant un jour, un poète passa par là, et il se rendit compte que le dieu ployait sous le poids de la terre. Et le poète, pour soulager le dieu, s'est glissé sous le globe terrestre avec lui. Alors, si bien que depuis, magnifique. Les dieux et les hommes se partagent le monde. C'est magnifique. Et cette légende, elle est belle parce qu'elle dit l'importance de la fidélité et de l'engagement amoureux. Elle dit aussi ce qui risque de nous arriver, ce tremblement. Alors, c'est comme ça que les Amérindiens du Sud expliquaient les tremblements de terre. Alors j'ai pensé faire de Gaillac un tremblement amoureux, un tremblement esthétique, et cette charge très lourde de l'amour me devient, à nous deux, au Dieu et à l'homme, devient légère. Un monde partagé. Ça devient un monde partagé. Ouais. Et c'est dans ce sens que j'ai publié Gaillac, qui est une œuvre, j'allais dire une blessure œuvrée. C'est une œuvre travaillée, c'est une œuvre autour de l'amour, autour de la connaissance de l'amour, autour également des parfums, des huiles essentielles que j'ai prolongé donc vétiver en ce sens, parce que du gaillac, de ce bois précieux, sacré, on tire également des parfums, des huiles essentielles. Qui existe pour vrai dans la réalité. Tout à fait, il y a un parfum qui s'appelle Gaillac, que vous pouvez vous acheter d'ailleurs, oui, tout à fait. Ici à Montréal, oui, ou sur Internet, vous pouvez acheter également un parfum qui s'appelle Vétiver, il y en a beaucoup, ça c'est connu.
mais un parfum aussi s'appelle Gaillac. Le Gaillac, c'est un parfum boisé. Boisé, oui. oui. Voilà. Et ce bois-là, comme vous dites, il existe en Amérique il du existe Sud, aux Antilles, en Amérique du Sud. Je suis parti au Brésil écrire ce livre. Je suis parti à Bahia. Et la troisième partie du livre concerne donc un hôtel où je me suis trouvé, qui est un hôtel à la fois colonial et également dans une partie plus contemporaine, hyper design. Ouais. Et pour moi, c'était l'équivalent, si vous voulez, d'un flacon, puisque j'ai beaucoup parlé des objets aussi beaux qu'un parfum, pour contenir les parfums. Donc voilà, c'est dans ce sens que Gaillac m'apparaît comme une espèce d'épanouissement de mon art poétique. Ouais, un peu comme Aladdin et la lampe magique. Oui, voilà. Hein, s'échappe un parfum, un imaginaire. Un imaginaire, voilà. Parce que je pars dans Gaillac de cette connaissance de l'amour, de la jeune fille. La jeune fille, elle est lettrée, et je la suis dans sa démarche, dans sa pérégrination. Et rien à ce moment-là devient incurable. Incurable. Tout devient, par la parole, tout devient possible. Oui, exactement. Oui. Ben vous avez une parole à la fois, je pourrais dire, de guérisseur, une parole de poète. Et comme homme médecin, vous pratiquez le métier et vous dites que la parole a son importance, même une parole poétique, disons. Oui, la parole poétique, je la souhaite, je la désire comme une parole organique. C'est-à-dire que... qui recrée du sens. Qui recrée du sens, parce que toute souffrance est en quête de sens, est en quête des récits. Alors j'ai tendance à dire souvent que ce sont les chamans qui ont créé la littérature. Ce sont les premiers médecins qui ont donné du sens à la souffrance. Et même dans certaines traditions chamaniques, le chaman donne à boire une concoction avec, sur des parchemins de bois, avec des écritures magiques. Si vous voulez. Donc on boit les mots. Ah, d'accord. Alors donc il y a une tradition vraiment où la parole devient réellement une cure, ce que j'appelle un remède, un pharmacone, à la fois parole guérissante tout à fait. Et poésie. Poésie. Donc, on voit que votre parole circule bien et dans les textes et aussi au niveau de manifestations. Vous participez à beaucoup de manifestations. Ainsi, vous avez été honoré récemment du prix... le prix Athanas David, le prix du Québec 2011. La plus haute distinction. Et qu'est-ce que ça donne recevoir un tel prix? D'abord, le grand bonheur de le partager avec vous. Voilà. Le grand bonheur également de le partager avec le Québec. C'est quand même un prix d'État. Alors, pour un individu qui reçoit un tel prix, c'est un cadeau infini. C'est aussi une marque de reconnaissance qui m'a beaucoup touché, puisque je suis au Québec depuis de nombreuses années, j'allais dire depuis l'enfance. Et je dois dire aussi que c'est une marque qui engage une responsabilité. Lorsque ce rituel de reconnaissance de l'État, dans la solennité du Parlement à Québec, de l'hôtel du Parlement, au Salon Rouge, en présence des autorités ministérielles, etc. Tout à fait politique. Et politique, et surtout entouré d'autres lauréats dans d'autres domaines de la culture et des sciences, cela m'a paru un grand moment de ma vie. Et je crois que ça ouvre le poème sur un allègement, je crois. Je crois que le Québec m'a appris à me débarrasser à renoncer à la part héroïque de l'œuvre. Au Québec, on est contre la grandiloquence, contre la grandeur, contre le grand. On est dans quelque chose d'une plus grande fragilité. Et j'ai appris à garder cette pureté. Et en même temps à mêler des imaginaires, puisque je suis de Haïti, donc je garde en moi l'imaginaire de l'enfance, cet imaginaire du Sud, mais qui s'est épanoui dans une rencontre avec l'hiver, et c'est pour ça que je me suis appelé gouverneur de l'hiver. Ah, gouverneur de l'hiver. Oui, en hommage au roman Gouverneur de la Rosée de Jacques Romain. J'ai détourné cette expression pour m'appeler gouverneur de l'hiver. De l'hiver. Donc, évidemment, il y a un beau métissage entre le sud et le nord et vous avez vraiment fait une harmonie de ces imaginaires-là et votre écriture est toujours traversée à la fois, comme vous dites, des origines du pays et aujourd'hui, le devenir l'actuel dans ce que vous habitez. Des poètes que j'ai côtoyés, des poètes que j'ai étudiés également
au collège ici au Québec, puisque j'ai connu d'abord Nelly Gant avant de connaître Aimé Césaire. J'ai connu Alain Grandbois avant de connaître Léopold Sédar Senghor. Tout à fait. Donc ça, voilà, vous avez été baigné par toute cette culture. Oui, j'ai été baigné par toute cette culture, culture française également de France, dans le sens où je suis parti en France à 17 ans, où j'y ai passé une douzaine d'années. Et là aussi, il y a eu un grand moment de confrontation avec la langue française, là où elle est parlée, dans sa rigueur, dans sa ponctualité, dans le sens que c'est une langue précise, et dans les influences que j'ai pu avoir de poètes contemporains comme Jules Stéphane, Pascal Quignard et d'autres. Donc, je pense, avant de terminer, j'aimerais connaître vos impressions sur un voyage que vous avez fait en 2009 au Bénin. Vous avez été invité comme poète dans une grande délégation. C'était les grandes voix francophones, d'ailleurs. Comment vous êtes revenu de cette expérience? Bouleversé. C'est un voyage qui m'a beaucoup bouleversé pour plusieurs raisons. D'abord que les Haïtiens, les Antillais sont d'origine béninoise, de ce qu'on appelait auparavant le Dahomey, donc cette côte de l'Afrique. Et donc j'y ai reconnu beaucoup de façons d'être et de manières de chant. Et j'ai aussi reconnu l'immense créativité africaine et l'immense créativité artistique qu'on retrouve également en Haïti. Je me suis rendu compte de cette origine qui est à la fois une réverbération de ce que nous faisons, de ce qui je suis, de ce que je suis, et en même temps, j'ai été conditionné à idéaliser l'Afrique. Et alors du coup, j'ai pu relativiser les choses tout en étant profondément touché par ce voyage. Et je dois dire y avoir rencontré des gens de qualité. Amin Laraoui qui a eu la générosité de m'y inviter, je le salue. Et également, j'ai eu une grande chance de rencontrer des rois. Oui, c'est la question que je voulais vous poser, effectivement. Et ce voyage-là, ça a été un choc d'une grande émotion et qui a eu des conséquences énormes sur ma façon de concevoir l'Afrique. Cette rencontre avec 6 rois et une reine, la reine Armelle, et j'ai assisté dans leur intimité à un dîner royal chez la reine Armelle, au Palais Royal, et j'ai eu cet honneur d'assister à leurs agapes et ensuite au palabre des rois entre eux qui discutaient des affaires de l'État. Et c'était un moment de confiance et de grande dévotion. Oui, tout à fait. Vous avez été privilégié finalement de les avoir vus d'aussi près et ils vous ont accepté dans leur rituel. Vous avez été accueillis. Accueillis totalement. Et je dirais même que j'ai eu ce grand privilège puisque j'avais offert à la reine Armelle une offrande en consistant en des tomates. En arrivant chez elle, je me suis arrêté à un marché sur le chemin et je suis rentré chez elle les bras chargés de tomates fraîches. Une façon de lui dire, au lieu de lui emmener des fleurs, je lui emmenais des tomates. Et alors, la cuisine était baignée de cette lumière rouge des tomates. Et lorsque je suis revenu après pour le dîner royal, c'était les tomates qui étaient l'entrée, une salade de tomates. Et le rituel, on m'a expliqué pourquoi. C'était une façon de me dire que j'étais accueilli par les rois. Tout à fait. Là, il y a une réelle communion. Oui, ils ont mangé de ma nourriture. Parce que généralement, ça ne se fait pas comme ça. Parce que les rois peuvent être empoisonnés, les rois peuvent être, etc. Donc, on ne mange pas comme ça de la nourriture d'un étranger. Or, c'était une façon de me dire que je n'étais pas étranger et qu'ils m'accueillaient. Et j'étais très touché par ce geste. Oui, tout à fait. Je me souviens, je pense que c'est un beau récit, ça. Vous pourriez écrire tout à fait. Je pense qu'il y aurait un conte, un récit. Ce voyage au Bénin, ce voyage également m'a transformé. J'y ai vu à la fois nos grandeurs d'Antillais, d'Haïtiens, et nos turpitudes. J'ai tout vu d'où ça venait. Dans les rapports avec les gens, leur générosité, leur gentillesse. Et en même temps, il y a des parts sombres, comme dans tous les peuples. Et j'y ai reconnu cet ensoleillement esthétique et
et cette créativité très puissante Oui. des Haïtiens. Elle vient de là. Elle vient de là. Oui. Donc, est-ce que vous avez un dernier mot en toute fin pour qu'on puisse échanger sur le CIPOF? Vous savez, c'est le Salon international des poètes francophones dans lequel vous avez été invité en 2009 et l'œuvre se poursuit. Comment vous voyez, vous avez parlé de créativité, ce sont des jeunes dont Amine Laroux, qui a promotionné cet événement et ils veulent en faire un événement annuel. Comment vous voyez les signes de l'avenir? Eh bien, je crois que les jeunes promoteurs ont l'aime épure. Ce sont des poètes, ce sont des êtres sans doute chimériques, mais les poètes le sont. Et il faut donc aider le Québec à cette chance d'avoir ici une tradition de festival de poésie avec Gaston Bellemare. Il faut donc demander, souhaiter un soutien d'organisation et de constance. Et je crois que le rêve doit être bridé par une rigueur et le Québec a cette grande capacité d'organisation. C'est une des grandes forces des Québécois, c'est de brider la démesure. L'Afrique, c'est la démesure de la créativité, l'utopie. Le Québec, c'est un pays de rigueur et de froid, et donc un pays de prévision. Et je crois que cette créativité peut être influencée par la créativité québécoise, permettant, je crois, à ces jeunes bourrés dont les pieds sont constellés d'étoiles, dirait le poète. Donc on les voit au Bénin, on les voit au Québec maintenant, et nous sommes très heureux de savoir que cette poésie, et vous-même, Claudine Bertrand, vous êtes de cette errance, vous participez beaucoup à ces échanges, et je crois que je dois vous remercier d'être présente, d'être aussi une femme, parce que c'est important, la présence d'une femme dans cette découverte mutuelle. Oui, exactement. Comme vous dites, ça aide énormément à abolir les frontières. Oui, tout à fait. Créer des ponts, fenêtres sur la culture. Je crois que les femmes ont une capacité relationnelle que les hommes n'ont pas, sans faire de clichés. Et votre présence est une présence rassurante, à la fois pour les jeunes Africains qui sont ici et pour les Québécois, parce qu'il y a l'amour, il y a la pureté, il y a une tendresse poétique. Tout à fait. Ouais. Au niveau relationnel, je pense que c'est très important pour consolider nos relations. Tout à fait. Écoutez, peut-être pourrais-je finir par un poème? Oui, tout à fait. Un poème de votre dernier recueil. Oui, extrait de Gaillac. Car ma langue est pleine d'ancêtres que les mots ont sauvés. Des îles, je me sépare en des fleurs qui s'inhument. Et chaque homme, en son périple, va vers la jeune fille, à nulle autre destinée, qui cherche sa voie, revenue des morts et des naissances, la lumière respirant sur son visage. Merci beaucoup, Joël Desrosiers. C'est un immense plaisir de vous recevoir. Bonne continuation. C'est moi qui vous remercie. À la prochaine. Au revoir. Au revoir. C'est fun.